Carrefour, le rendez-vous débat autour de l'actualité culturelle, musicale, sociale et sportive d'Arwevi. Samedi 10h-12h sur la web radio Arwevia, prenez place au Carrefour avec les invités. Carrefour, c'est l'actualité de la semaine décortiquée et analysée sur arwevi.info, www.arwevi.info ou www.arweviinfo.tg. Carrefour, c'est tous les samedis avec la rédaction de votre web radio à partir de 10h. Arwevi Info, l'information comme si vous y étiez. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrefour. Environ un mois de compétition, les sports ont élu domicile à l'université de Lomé. C'était donc les championnats universitaires sur le campus. Les talents ne sont pas que dans les amphithéâtres, sur le terrain de sport, on en trouve également et ils s'éclorent cette année. Par exemple, en football, c'est FHSH, je suis arrivé, qui est sacré champion. Le coach est avec nous et bien d'autres invités de cette compétition universitaire. On en parle tout à l'heure en début d'émission. Ailleurs, c'est en quelque sorte la relance des activités à la Fédération nationale de basketball. La grande finale de la Coupe de l'Indépendance se joue cet après-midi à Goro. Ashraf, conseiller de la Fédé et président de la commission technique, nous donne des précisions dans cette émission. Pendant ce temps, la Fédération togolaise de cyclisme est au Tour cycliste international du Bénin. La compétition prend fin ce week-end. La participation togolaise, on en parle aussi. La pause culture ce samedi est assurée par Ras Sankara. Il est le promoteur du festival Emome Art qui a lieu actuellement entre Lomé et Kpalimé. Un spectacle est prévu d'ailleurs cet après-midi, ce soir, on dira. Il nous parlera au téléphone de ce festival. Naturellement, Carrefour, c'est aussi l'actualité sportive du week-end ou bien de la semaine sur le continent. Nous irons au Burkina Faso, au Mali et puis en République démocratique du Congo. L'équipe est en place avec Abel Billy. Samedi 7 mai 2022. Bonjour, bienvenue. Chercher l'amour qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, y a une flamme qui s'endort. Où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois. La vie t'appartient. Comme l'éclair, on n'a pas peur du tonnerre. On peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Construire sur du sable, c'est un château sans espoir.
Nous sommes dans Carrefour et vous faites toujours si bien de nous rejoindre chaque samedi sur la radio. Nous allons parler beaucoup plus sport aujourd'hui avec un petit temps consacré à la culture. Ras Sankara nous rejoindra forcément autour de 11h et la première partie de l'émission est consacrée aujourd'hui au championnat universitaire édition 2022. Les acteurs sont avec nous, je dirais plutôt les champions de la saison 2022 sont avec nous. Aroli a réussi à les avoir. Et ce sont principalement des coachs. Et puis l'autre, c'est un confrère. Coach, bonjour, bienvenue, présentez-vous. Bonjour, c'est coach Kolani Kibiriba, coach de handball ESA TG. ESA TG. Et vous êtes aussi champion. Champion en handball. D'accord, on va évoquer ça tout à l'heure. L'autre coach, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est M. Dejean Roland, le coach de la FSHS. Voilà. C'était Flèche avant, oui. C'est devenu FSHS. Ok. Vous l'appelez si facilement. Oui, ça va. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin en studio. Vous êtes champion. On va en tout cas évoquer cet aspect de champion-là. Comment est-ce que vous le ressentez tout à l'heure? Bonjour, chers confrères. Bienvenue. Bonjour. Oui. Je suis Gafa Kondo, consultant et puis commentateur des championnats universitaires. Vous le faites depuis quand? Je suis là depuis 2018. Voilà, ça fait plusieurs années déjà que vous êtes avec les championnats universitaires. Disons, on commence peut-être le bilan avec vous. Dites-nous comment ça s'est passé l'édition de cette année, puisque vous étiez sur le terrain du début du 4 avril jusqu'au 4 mai. Disons que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, parce que vous savez tous que ça fait déjà 3 ans que nous n'avons plus joué au football à l'université. Donc ça a été vraiment un retour à saluer de la part des organisateurs. Voilà, toutes les équipes se sont mises au travail pour pouvoir donner du spectacle à ce public qui, chaque jour que Dieu fait le déplacement pour nous suivre les talents à l'université de Lomé. Donc disons que le bilan, c'est un bilan assez positif que moi, principalement, je peux remarquer. Qu'avez-vous vu durant ce championnat? Qu'avez-vous vu sur le terrain en tant que consultant, commentateur? On a vu de très bonnes équipes et également de très bons joueurs, notamment des joueurs venus des académies qui nous ont prouvé de beau football. Je peux citer par là Nassir Ousmane de la FDD qui a retenu l'attention de tout le public de l'université de Lomé, sans oublier plusieurs gardiens qui ont aussi fait de beau travail, notamment Prince Pimizi de les ATG, sans oublier Josué Kofi de la FSHS, l'équipe championne, et également le gardien de l'ISAGES qui, lors de la 3e place, nous a émerveillés avec ses arrêts spectaculaires lors des séances fatidiques de tir au but. D'accord. Ça veut dire, nous qui n'avions pas, en tout cas, fait le tour de l'université, on a raté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Coach Kolani, oui. Vous êtes champion. D'abord, quelles sont vos impressions à la fin de cette édition 2022 des championnats universitaires? Bon, tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs, et principalement au premier responsable de ESATG, qui nous a permis de pouvoir participer d'abord à ce championnat. Et je pense que dans l'ensemble, le championnat, vraiment, malgré les 2 ou 3 ans d'arrêt d'activité sportive, c'était d'un bon niveau. C'était d'un bon niveau. On peut dire déjà que les joueurs, les acteurs n'ont pas tellement perdu de ce qu'ils avaient. Et dans l'ensemble, finalement, on est sorti champion, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et il faut reconnaître que les équipes que nous avons eu à rencontrer étaient vraiment des équipes à la hauteur. Et nous avons dû vraiment nous battre pour pouvoir être champions. Et nous tenons à remercier tout le monde, tout le public qui était là, et surtout l'encadrement qui a vraiment fait un travail formidable pour nous permettre d'être à ce niveau-là. Vous êtes champion heureux, ou bien en tout cas avec un petit goût peut-être, je ne sais pas, peut-être de revanche, puisque peut-être ce titre de champion, vous l'avez arraché de haute lutte?
Quand on va à une compétition, on a des objectifs fixés. Ouais. Donc, nous sommes champions heureux. Parce que donc, au début de la compétition, vous vous êtes dit que vous devez remporter. C'était ça. C'était ça. On s'était fixé comme objectif de tout faire pour pouvoir remporter la coupe. Et je pense que Dieu faisant, et vraiment avec la volonté et le soutien, comme je l'ai dit, de tous les encadreurs, nous sommes parvenus à avoir cette coupe-là. Donc, d'accord, en tout cas, nous allons prendre votre secret tout à l'heure. Coach Roland, rebonjour, plaisir pour nous de vous retrouver ce matin. Champion en football avec FSHS. Vous aussi, vous étiez préparé pour être champion, ou bien c'est la force des choses? Oui, bien sûr, nous nous sommes préparés pour être champions. Ouais. Depuis le début de la compétition, c'était notre objectif. Notre objectif n'était pas d'arriver à la finale, mais de remporter la coupe. Donc c'est ce qu'on a su faire avec les mêmes éléments. On s'est préparé psychologiquement pour ça. On s'est dit, cette compétition, c'est la nôtre au niveau du football. Il faut vraiment qu'on se donne et puis qu'on essaie de mettre le paquet pour être sacré champion, comme on l'a fait en 2018. Donc c'est ce qui a été fait. Vous avez gardé votre titre en tout cas? Oui, bien sûr. Alors, 2 ans, plus de 2 ans, 3 ans environ, sans compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu des difficultés à reprendre ce championnat ou bien vous vous étiez préparé en cachette pour pouvoir garder la forme de ces joueurs? Comment est-ce que vous avez en tout cas fait pour pouvoir garder votre titre? Oui, vu que le sport a été interdit pendant plus de 2 ans, la reprise n'a pas été facile parce que après que les autorités ont autorisé à ce qu'on reprenne les activités sportives, on a vite repris les choses en main. On a essayé de vite regrouper les joueurs en essayant de nous entraîner surtout sur le plan physique. Et essayer d'organiser des matchs amicaux pour pouvoir remettre les joueurs en jambes. Donc, c'est ce qui a été fait. Et ça a été un atout pour nous, puisqu'on s'est vite repris. Et ça nous a porté. Votre duel avec la FDD, racontez-nous. Ouais, notre match avec la FDD. Parce qu'on sait que souvent, ça se joue entre la FDD, la FASEG et la FSHS. Comment est-ce que vous êtes arrangé pour pouvoir se débarrasser de ces 2 gros de l'université? Oui, avec la FDD, ça n'a pas été facile. Et ça n'a toujours pas été facile parce que si on se rappelle bien, en 2018, ça a été en demi-finale avec la FDD aussi. Ouais. Et ça a été un match aller-retour. Puisque au premier tour, à la première demi-finale, il y avait eu une réclamation qui a été faite. Donc du coup, on a essayé de rejouer le match. On les a battus en aller-retour. Donc du coup... Donc du coup, bon, on les a encore affrontés à cette édition 2022. Donc ça n'a pas été facile pour nous puisque c'est une très bonne équipe, la FDD. Ils ont de très bons joueurs là-bas. Mais bon, nos éléments ont été plus performants, donc on a pu remporter face à eux. Comment est-ce que vous avez trouvé, en tout cas ceux qui sont avec nous pour le moment, les 2 champions, vous avez suivi leur parcours, est-ce qu'ils méritent Franjeux d'être champion? Oui, je vais plus m'attarder sur le côté football. Et par rapport au parcours de la FSHS, c'était un parcours qui, en tout cas pour la plupart de ceux qui viennent voir ce qui se passe à l'université de Lomé, c'était un parcours assez tracé, un parcours assez mérité pour cette formation de la FSHS qui déjà dans les matchs de poule a éliminé 2 grandes équipes de cette compétition, notamment la FLA et la FDD sur un score de 3-1. Donc c'était déjà dès lors, après ces 2 matchs livrés par cette formation de la FSHS, l'on sentait déjà que cette équipe était bien préparée pour pouvoir remporter la coupe avec de très bons joueurs et de jeunes joueurs. Cette équipe, moi je dirais que la force de cette équipe de la FSHS, c'est parce qu'il n'y a pas de stars dans cette équipe par rapport aux autres équipes. Quand nous prenons par exemple la FLA ou bien la FDD, nous avons des joueurs de première division, de deuxième division. Et même au niveau de la FASEG, il y a des joueurs de première division. Cette équipe de la FSHS n'a pas de joueurs supérieurs à l'autre. Toute l'équipe est solidaire. C'est ce qui a fait vraiment la force de cette équipe.
Et voilà, ils sont sacrés champions des championnats universitaires édition 2022. Coach Kolani, vous, au basketball, comment est-ce que vous étiez préparé, les préparatifs avant d'arriver à ce championnat? Bon, je pense que c'est le handball. Nous avons commencé les préparatifs très tôt aussi. Une fois que les mesures barrières ont été levées, nous avons essayé de reprendre les entraînements et on a eu le temps nécessaire pour pouvoir se préparer. Et comme je le disais, il faut reconnaître que à ESA, la direction est vraiment impliquée dans les affaires sportives. Donc du coup, les étudiants se sont sentis un peu impliqués, donc ce qui a beaucoup facilité nos séances d'entraînement et tout. Et à la fin, on a eu aussi à faire des matchs amicaux et vraiment qui ont porté fruit. Je pense que il a fallu aussi travailler un peu sur l'aspect psychologique, motiver toujours les joueurs pour leur faire comprendre le bien fondé de ce pourquoi on participait à ce championnat universitaire. Donc je pense que dans l'ensemble, ça a été vraiment un travail d'ensemble du plus petit jusqu'au plus grand. Donc je pense que c'est ça. Et je tiens vraiment à remercier tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin à ce que nous puissions être vraiment sacrés champions universitaires 2022. ESA, cette année, a été une révélation en handball parce que personne ne s'attendait. Je dirais que c'est première participation en handball et première... Quel a été le secret? Le secret, c'est seul le travail qui paye. Ça veut dire que durant ce temps où il n'y a pas eu d'activité, hein, tout était en tout cas interdit au Togo en ce qui concerne la Covid-19, vous avez travaillé? Oui, bon, il s'avérait que nous avons quelques joueurs qui évoluaient déjà dans des championnats civils. Donc du coup, ça nous a facilité un peu la tâche des étudiants qui étaient dans des clubs civils. Donc du coup, ça nous a facilité un peu le travail quand nous, on a repris les séances d'entraînement. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce que je peux dire vraiment. D'accord, des joueurs qui évoluent dans le championnat civil, qui sont également étudiants et qui jouent pour vous. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas, ceux qui pensent souvent que au championnat universitaire, on fait des mercenaires, on amène des joueurs qui ne sont pas en réalité des étudiants? Bon, ça c'est une question que... C'est souvent la question qu'on pose quand on est champion. Bon, ok, ce sont des gars qui ont ramené de la D1. En réalité, ce sont des joueurs et étudiants. Oui, éventuellement, ce sont des joueurs et étudiants qui évoluent. Il y a certains qui sont... parce que je ne peux pas m'attarder sur les autres. Dans le micro. Je ne peux pas m'attarder trop sur les autres disciplines. Mais au niveau du handball? Au niveau du handball, chez nous, les étudiants qui ont participé au championnat universitaire sont bien et bien des étudiants d'ESA. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Coach Roland, sur la même question. Oui, c'est... Vous nous rassurez ce matin ici, et tous les auditeurs qui nous suivent un peu partout dans le monde, que les joueurs que vous avez utilisés durant tout le championnat viennent de la faculté des lettres et sciences? Oui, en fait, au niveau des facultés qui sont sur l'université, c'est un peu plus compliqué de prendre des joueurs des D1 ou bien des joueurs mercenaires pour pouvoir étoffer son effectif, parce que les mesures sont tellement strictes au niveau de l'université que ce serait un peu très difficile de pouvoir se donner à ce genre de système. Donc chez nous, ça a été le cas. C'est des étudiants de la FSHS qui ont eu à compétir sans aucun doute. Donc du coup, bon, sur cette question, ça a été posé sur beaucoup de disciplines concernant les universités privées. Ben, je ne suis pas vraiment renseigné sur les choses pour dénoncer quoi que ce soit. Bon, si les autorités ou bien les organisateurs ont jugé tous les participants comme ont jugé tous les participants
En tout cas, étudiants aptes à disputer voilà, la compétition. à discuter cette compétition, ce qui veut dire qu'ils sont aptes. Donc, moi, je n'ai pas grand mot à dire sur ça. Gafar, sur cet aspect, est-ce que vous avez vu en tout cas des étudiants jouer ou bien ce sont réellement des mercenaires? En tout cas, je dirais que ce sont les étudiants Réellement. par rapport, surtout à l'université de Lomé. Vous ne pouvez pas amener des étudiants mercenaires parce que vous devez présenter la fiche d'inscription. Et la carte d'étudiant. Voilà, et à l'université de Lomé, c'est la DAS qui s'en charge. Vous ne pouvez pas frauder. Mais par rapport aux universités privées, je ne vais pas dire que d'habitude, ils amènent des mercenaires, mais là-bas, c'est un peu compliqué de vérifier si l'étudiant est vraiment de cette école privée-là. Parce que l'établissement n'est pas à l'université, n'est pas sous le contrôle de l'université. On peut amener n'importe quel joueur, il suffit juste de faire un papier. D'habitude, c'est ce que les équipes réclament. Donc, moi, ce que je vais demander à l'organisation, c'est de mettre un système en place pour pouvoir vérifier si ces joueurs-là sont vraiment des étudiants. Mais par rapport à la question d'amener des mercenaires, même dans les équipes des facultés à l'université de Lomé, il y a des joueurs qui sont en D1, en D2. Exactement. Mais tout d'abord, ils sont des étudiants. Par exemple, si je peux vous faire cette confidence, cette année, il y a des joueurs en D1 qui ne se sont pas inscrits. Par exemple, Mounasirou Kodjoukwe de Semassi de Sokodé, il n'a pas joué avec la FASEG. Ils sont nombreux. Baki Alafari de Sara Sport, il n'a pas joué parce qu'il ne s'est pas inscrit. À l'université cette année. Voilà. Donc voilà, si vous êtes inscrit, même si vous jouez en Europe et que vous êtes inscrit, vous avez le droit de jouer au championnat universitaire, sans problème. Alors, quel a été le niveau général de la compétition, du début jusqu'à la fin? Vous appréciez? Oui, je dirais que le niveau a été au top, malgré ces 3 ans d'absence dû à la maladie à coronavirus. Les joueurs étaient au rendez-vous, il y a eu de spectacles, le public a été chaque temps présent sur le stade. Et principalement durant ces 1 mois de compétition, le match qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette rencontre-là qui a opposé la faculté de droit à la faculté des lettres, langues et arts, à la FLA. Un match soldé par 0 but partout. C'était vraiment le match le plus alléchant de ce championnat universitaire. Sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé et puis le spectacle était au rendez-vous tout simplement. Coach Roland, votre appréciation sur le niveau général de la compétition? Oui, cette compétition a été à un niveau un peu élevé parce qu'en voyant toutes les équipes, on a vu qu'il n'y a pas eu de petites équipes. Parce que si on prend l'équipe, par exemple, l'équipe de l'ESA, pas les ATG, l'ESA, École supérieure d'agronomie, ils ont fait une équipe cette année qu'on ne s'attendait pas. On les a rencontrés en quart de finale. Donc, avant de les battre, ça n'a pas été facile pour nous. On les a battus à 1-0, très difficilement. Donc, ce qui veut dire que toutes les équipes qui ont eu à compétir se sont bien préparées pour cette compétition et se sont données à fond. Donc, du coup, je peux dire que sur le plan général, le niveau a été élevé, un peu élevé. Voilà. Coach Kolani, le niveau au niveau du handball, de toutes les équipes qui ont participé à la compétition cette année, selon vous? Oui, comme je le disais tantôt, cette année, vraiment, les équipes ont eu du mérite. Le niveau était vraiment élevé. Malgré les 2 ans ou 3 ans de temps mort que nous avons eu, les équipes étaient vraiment au rendez-vous. Maintenant, je pense que c'est aussi l'occasion de lancer un appel aux autorités, surtout universitaires, et d'essayer de mettre un peu le sport en avant. La jeunesse en a besoin et je pense que c'est l'occasion pour nous de pouvoir lancer cet appel-là. Il faut que cette année, l'organisation du championnat a été vraiment... on s'attendait à ça. Il faut qu'ils essaient de revoir un peu parce que le sport actuellement fait nourrir son homme. On peut détecter des talents vraiment dans chaque discipline, que ce ne soit pas juste au football ou au basketball, en athlétisme, partout, dans toutes les disciplines. Je pense que l'université peut mettre vraiment le sport en avant et permettre aux étudiants de pouvoir s'exprimer
Et pourquoi pas commencer par faire... nous avons besoin de professionnels. Donc, commencer aussi par faire carrément un parcours de professionnalisme pour nos acteurs qui sont là. Que les étudiants se sentent vraiment impliqués. Quand tu es sportif, que tu te sentes vraiment impliqué dans tes études. Donc, je pense que... Je vois que vous avez commencé déjà par évoquer les perspectives. Nous allons forcément revenir là-dessus tout à l'heure avec un dernier tour de table. Mais en attendant, écoutons un membre du comité d'organisation des championnats universitaires 2022, Kouma Tassiba. Il s'est entretenu avec Tony Di. On va l'écouter. Il nous fait, d'une manière générale, le bilan de la compétition. Et on revient au studio. Je dirais que c'est une situation difficile que nous avons vécue depuis 2 ans. 2 ans sans activité. Mais avec la reprise, les joueurs, les athlètes ne sont pas encore en jambes. Et je crois que c'est au fur et à mesure qu'ils vont se remettre et réaliser alors de meilleures performances. Les championnats universitaires de 2022 ont eu un coup dur, car sur le plan technique, ce n'est pas encore ça. Les joueurs, les athlètes, sur le plan performance, ne sont pas encore au point. Mais je crois qu'avec la reprise des entraînements, des compétitions, ils vont se remettre et réaliser alors de meilleures performances. Maintenant, par rapport à la deuxième question, la question qui est relative aux préparatifs avant les championnats, je dirais que chez nous, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, avant les championnats, il y avait eu des entraînements. Donc nous avons plusieurs fois organisé des séances d'entraînement avec des joueurs. Nous avons organisé des matchs amicaux et des séances de préparation physique générale et préparation physique spécifique selon les cas. Et nous avons mis l'accent sur les préparations physiques. Et c'est ce qui a permis nos joueurs alors d'être plus performants durant les matchs. Maintenant, la troisième question, qui est relative au niveau général de la compétition des championnats universitaires 2022. Moi, je dirais que le niveau est relativement inférieur au niveau des championnats antérieurs. Et tout le monde le sait très bien, et que c'est à cause du Covid. Vous-même, vous allez le remarquer. Et lors des matchs, il y avait la lenteur dans les passes, la lourdeur au niveau des jambes, et il y a la fatigue des joueurs, et cela est dû à l'inactivité pendant plusieurs années. Et par rapport à la quatrième question, qui est relative aux atouts des championnats universitaires de 2022, je dirais que nous avons bénéficié quand même des compétitions. Et des athlètes qui sont là pendant des années, qui ne compétissent pas, je crois qu'ils seront inactifs. Mais avec les compétitions, et cela permettra alors aux athlètes de se mesurer avec les autres, et alors de réaliser alors de meilleures performances. Nous avons également bénéficié, nous avons pu détecter les nouveaux talents. Et au niveau de l'Université de Lomé, il y avait une cellule, une commission qui était chargée de détecter les talents. Et pour cette année, je crois que nous avons détecté des talents. Et ce qui est très important, c'est d'organiser un suivi des talents qui ont été détectés. Il ne suffit pas de détecter les talents et de les laisser sur place. Là, ça sera inutile d'organiser alors des séances de détection des talents. Donc, les talents qui sont détectés cette année seront suivis et seront mis dans des clubs bien structurés et leur entraînement sera alors suivi. Et à l'Institut, je crois que nous avons quand même des structures
et surtout les AS, les associations sportives, qui ont lieu chaque mercredi matin. Et nous allons profiter de ces associations-là pour suivre nos athlètes que nous avons eu à détecter. Alors, à la 5e question, qui est relative à la difficulté que nous avons eue dans l'organisation. Je crois que la première difficulté que nous avons eue, c'est le problème financier, surtout pour assurer le déplacement des athlètes lors des séances d'entraînement. Nous-mêmes, on sait que aujourd'hui, nous traversons des périodes difficiles sur le plan financier. Ça a été un coup dur, mais avec la détermination de notre directeur, du directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, je crois que nous avons pu régler ce problème-là. Le deuxième problème, c'était la programmation des cours qui coïncidaient avec les séances d'entraînement. Donc, les joueurs qui participaient à des séances d'entraînement manquaient certains cours. Mais par après, nous avons pu ajuster et régler ce problème-là de séances d'entraînement. Maintenant, à la 6e question. Je crois que la 6e question, par rapport à la 6e question qui parle de l'athlétisme, généralement, moi, je ne suis pas satisfait de la performance des athlètes réalisée cette année lors de cette compétition-là. Bon, cela peut s'expliquer par peut-être l'arrêt des activités plusieurs années. Et cela aussi peut s'expliquer par l'état des installations, la piste et autres là. Sinon, sur le plan performance, j'ai remarqué que les athlètes ont chuté. Et ce n'est pas encore ça. Mais j'ai toujours espoir, avec les entraînements qui ont repris, je crois que dorénavant, les performances seront alors très bien. Et si nous organisons bien les séances d'entraînement. Alors, par rapport à la dernière question qui est relative au bilan des activités, je crois que le bilan est positif. Le bilan est positif parce que sur le plan organisationnel, les championnats ont été bien organisés. Et cela est dû à la mise sur pied de différentes commissions. Et chaque commission a travaillé et a rendu compte au comité d'organisation. Le comité d'organisation a eu à organiser plusieurs fois des séances de réunions, de compte rendu. Et cela permettait d'ajuster lorsqu'il y a des problèmes, de discuter des problèmes éventuels lors des championnats et de trouver des solutions immédiates. Donc, je tiens à remercier les responsables de l'Université de Lomé qui ont donné cette chance-là à nos étudiants de pouvoir compétir et de réaliser des performances. Et c'est vraiment une action à féliciter. Je tiens aussi à féliciter nos athlètes, nos joueurs qui se sont donnés lors des championnats pour réaliser alors ces performances. Je remercie également les gens de la presse qui étaient des nôtres et qui se sont battus corps et âme pour pouvoir rendre public toutes les compétitions que nous avons eu à faire. Je remercie tout le monde et je souhaite que les championnats universitaires de 2023 soient meilleurs et que les performances soient plus rehaussées que celles-ci. Je tiens à vous remercier.
D'accord, merci également à vous, coach Kouma Tassiba. Il est enseignant à l'Institut national de la jeunesse et des sports, secrétaire général de la Fédération togolaise d'athlétisme et membre du comité d'organisation des championnats universitaires 2022. Il a fait le bilan général et dans ses perspectives, il a évoqué une meilleure organisation pour 2023. Coach Kolan, quelles sont vos perspectives? Vous avez évoqué tout à l'heure des aspects en ce qui concerne la professionnalisation pour qu'un retour sur investissement puisse permettre aux joueurs de vivre de leur art, on va le dire ainsi. Quelles sont vos perspectives d'une manière générale pour la saison prochaine, si on veut dire les championnats universitaires? Merci à vous pour cette question. Je pense d'ores et déjà que les premiers responsables sont conscients de la place qu'occupe actuellement le sport dans le monde entier. Et je pense qu'ils sont en train de faire déjà un travail dans ce sens pour pouvoir revaloriser les talents que nous avons au Togo. Au Togo, il faut reconnaître que dans n'importe quelle discipline, nous avons vraiment des talents et il suffit juste comme leur mettre dans les meilleures conditions et surtout un bon encadrement pour pouvoir permettre à ces jeunes qui arrivent de pouvoir un jour pouvoir vraiment vivre de leur talent. Et comme on le dit souvent, à côté de ça, il ne faut pas oublier les études. Ça marche de pair et il faudrait que les organisateurs arrivent à inculquer à nos jeunes joueurs qui arrivent le bien fondé d'associer le sport et surtout les études. Voilà, donc je pense que pour le moment c'est ce que j'ai à dire et j'exhorte plus les premiers responsables à vraiment à mettre un peu un regard particulier dans le sport universitaire. D'accord. Oui, on sait que vous avez fait beaucoup de sacrifices en venant nous voir ce matin. Vous avez laissé une équipe en pleine compétition actuellement. Vous avez les nouvelles, ça va? Vous êtes dominé ou bien vous gagnez? Dites-nous, nous on veut avoir cette information en live. Ok, bon, c'est juste un petit tournoi entre 3 équipes. Il y a mon équipe, les Bulls d'Agbalpedo, qui ont fait le déplacement sur le terrain d'Akassime, le terrain d'Entente 2 et les Dauphins. Donc je pense que pour le moment c'est bon. C'est bon. Ça veut dire que c'est bon. C'est bon. Ok, nous vous souhaitons un bon match pour la suite, puisque vous allez rejoindre tout à l'heure votre équipe. Merci surtout pour la disponibilité ce matin. Merci à vous pour l'émission et surtout bon vent à Ruivi qui fait vraiment un travail formidable sur le terrain. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Allez, nous vous souhaitons beaucoup de chance pour ce tournoi à 3 que vous disputez depuis ce matin. Coach Roland, oui, les perspectives que vous avez quand on veut parler des championnats universitaires. Oui, si je peux le dire, mon collègue du handball a déjà presque tout dit. C'est vraiment important que les organisateurs ou bien que les premiers responsables prennent en compte la valeur des jeunes et essaient de mettre en œuvre les mesures disponibles ou bien les mesures nécessaires pour pouvoir les accompagner, pour qu'il y ait un bon suivi. Et comme le collègue l'a si bien dit, d'associer les études en même temps au sport, ne pas négliger l'un ou ne pas négliger l'autre, parce qu'il faut que les deux aillent ensemble. Parce que dans le sport maintenant, actuellement, si par exemple, si on prend le niveau du football et un joueur par la suite se blesse et ne peut plus continuer par le football, il peut toujours continuer les études ou bien continuer par faire autre chose. Donc il faut vraiment que les responsables mettent en place une bonne stratégie pour une bonne suivi de ces jeunes. D'accord. Vous n'avez pas match ce matin, donc du coup, c'est une matinée de repos, c'est ça? Oui, j'ai pas match, mais j'ai assisté à une sélection des U17 au niveau de Agaza, du terrain d'Agaza, que j'irai tout de suite. Donc bon, c'est un repos, pas vraiment. Pas vraiment un repos. Voilà. Oui, vous aurez en tout cas la clairvoyance de détecter les meilleurs. C'est en tout cas ce que nous vous souhaitons également à vous ce matin.
Oui, c'est ça. Merci surtout pour la disponibilité. Revenez chez nous quand vous voulez, une fois que vous sentez le désir de parler du sport d'une manière générale. Nous, on vous attend en réalité. Oui. J'aimerais aussi faire un clin d'œil au football féminin. Allez-y. Parce que cette saison, on a vu au niveau des jeunes dames de très bonnes joueuses qui ont eu à compétir du niveau du football surtout. Vraiment, bon, moi, à mon humble avis, ça n'a pas été facile pour elles, mais si on voit toutes les équipes qui ont eu à compétir au niveau des dames, elles ont toutes donné le meilleur d'elles-mêmes et puis ça a été vraiment un régal pour moi puisque j'ai eu à assister aussi l'équipe de la FSHS féminine. J'ai été le coach à leur niveau, on a été éliminé au niveau de la 3e place. Donc je tiens à féliciter vraiment l'organisation et à féliciter toutes les équipes qui ont eu à participer à cette compétition et féliciter aussi mon équipe, les jeunes qui ont eu à donner le meilleur d'eux pour qu'on puisse remporter cette coupe. D'accord. Merci beaucoup à vous, coach Roland. Merci. En tout cas à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une très bonne matinée et nous vous laissons en tout cas à vos occupations. Gafar, tout à l'heure, les deux coachs ont évoqué l'association sport et études. C'est en réalité le sujet d'actualité en ce moment. Oui, avant d'en arriver là, je vais aussi revenir sur le football féminin qui a été la plus grande particularité dans ces championnats universitaires, notamment avec ces 6 équipes qui ont compéti, la FLA, les SAD, la FASEG, l'INJS, les ATG et la FSHS. Et durant donc ces journées de championnat, nous avons vu des dames très engagées, très déterminées à aller loin. La finale avait opposé donc l'équipe de l'INJS à la FASEG. La FASEG qui a été donc battue par l'INJS 1-0 suite à une réalisation de Kuro Agoro Nazivatu. Et surtout la révélation donc dans ce championnat féminin, c'est la gardienne de l'ESAD, Émilie Tétété, qui est venue de nulle part pour faire des merveilles. Et on a vu également de très bonnes joueuses, notamment Lucia Zegla, Apolline Amouzou, Médédé Mara, Juliette Nyarou, des joueuses de première division qui sont venues apporter du soutien à ces équipes-là. Et parlant des perspectives d'avenir, je voulais... Peut-être avant d'évoquer les perspectives, par exemple, vous parlez du football féminin sur ces championnats-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Togo est qualifié pour la CAN? On cherche forcément des joueuses. Est-ce que le Togo peut espérer avoir des jeunes joueurs à l'université pour pouvoir peut-être étoffer l'équipe? Pourquoi pas avoir un banc plus garni à la CAN? Oui, c'est possible. Mais je dirais pas dans le championnat universitaire parce que c'est pas dans les quelques jours de compétition. Dans les quelques jours de compétition là qu'on va détecter des talents, mais il y a des joueuses qui sont là, qui jouent en première division. Voilà, le championnat de football de première division féminine commence le 14. Ces joueuses là qui ont joué pour les facultés à l'université de Lomé et qui vont évoluer dans leur club en première division, là c'est possible. On peut toutefois trouver des joueuses là-bas. Pour étoffer les équipes de première division. Ouais. En tout cas, maintenant, quand on parle de perspective, qu'est-ce qu'on note chez vous en tant que consultant sur cette compétition-là? Oui, par rapport aux perspectives d'avenir, je peux aussi demander à l'organisation de multiplier les prix individuels, c'est-à-dire le prix, par exemple, du meilleur gardien de la compétition, voilà, le prix du meilleur joueur de la compétition, parce que cette année, il n'y a eu que 3 prix, par exemple en football, le prix du meilleur entraîneur et le prix du meilleur buteur qui est revenu notamment à Nassiou Derman qui a inscrit 8 buts, et le prix du meilleur entraîneur qui est revenu au coach des gens de la faculté des sciences de l'homme et de la société. Donc ce sont des choses à encourager, donner par exemple le prix du meilleur joueur, du meilleur gardien et pourquoi pas offrir un stage au meilleur buteur dans une académie de la sous-région. Stage de 2 semaines. Et il y a dans aussi, le souci de se perfectionner. Voilà. Il y a aussi un truc qui a retenu mon attention, à voir le niveau des équipes, le niveau des championnats universitaires.
l'université de Lomé peut réfléchir sur la question d'avoir une équipe en première division. Une équipe composée uniquement que des joueurs, des étudiants de l'université de Lomé pour compétir en première division. Ça aussi, c'est possible parce qu'il y a des talents à l'université de Lomé. Des joueurs sont passés par ce championnat et aujourd'hui, ils sont au niveau de l'équipe nationale. Notamment Ouro Agor Ismaël, Aïba Mbara, qui en 2018 remportait ce même tournoi avec la FSHS face à les ATG. Donc, même Djene Dakonam est passé par l'université de Lomé. Plata Fessou, beaucoup de joueurs Fodo là-bas, Agbocho, Manim, Fabrice, ils sont tous passés par ce championnat. Donc voilà, l'université peut réfléchir sur la question d'avoir une équipe en première division. D'accord. Abel, vous écoutez Gafar sur le sujet sport, études, et finalement une équipe de l'université de Lomé engagée en coupe nationale, première division, peut-être troisième division, deuxième division et première division finalement. C'est aussi possible pour pouvoir valoriser tout ce que nous avons comme talent à l'université. Tout cela doit faire partie d'un projet qui doit être bien concocté par l'université du Bénin. On a vu ça de l'autre côté, au niveau du Bénin, où on a vu l'équipe de l'Université nationale du Bénin évoluer en première division, même en championnat de football. Donc ça, peut-être c'est aux organisateurs qu'il faut vraiment suggérer cela. Et après aussi s'organiser en fonction de cela. La plupart des joueurs, comme notre confrère l'a dit tout à l'heure, c'est des joueurs déjà qui sont dans des clubs et autres. Pour que l'université ait ses propres joueurs et se consacrer à cela, ce n'est pas l'activité première de l'université. Il faut forcément des contrats. Il faut vraiment prévoir cela, faire un projet qui doit être conduit par ceux qui sont dans le domaine de l'organisation sportive au niveau de l'université, et surtout que la présidence de l'université aussi l'approuve pour qu'on puisse accompagner ça. Parce que tout cela aussi, ça nécessite beaucoup de moyens financiers. Or, notre université aussi en demande à chaque fois. On verra bien. Je crois quand même que ce n'est pas encore la priorité au niveau de l'université de Lomé. Et on verra si par la suite, pour pouvoir faire promouvoir cette compétition, on peut demander à avoir une équipe, parce que je sais qu'il y a des compétitions avant, nous quand on était à l'université, on jouait des compétitions interrégionales où on faisait des sélections, on allait au Ghana, on allait un peu partout dans la sous-région où les universités se regroupent et se rencontrent et jouent. Ça, c'est juste au niveau universitaire. Mais maintenant, c'est des compétitions qui ont un peu disparu. Je ne sais pas si c'est la Covid aussi qui a fait cacher cela, mais il faut faire en sorte que ceux qui participent à cette compétition puissent avoir plus de motivation. Je crois que c'est dans ce sens que notre confrère a proposé tout à l'heure, qu'il y ait plus de récompenses et puis qu'on fasse des stages au meilleur pour qu'ils puissent essayer de voir. On peut s'orienter à partir de l'université, ce n'est pas forcément le travail dans les bureaux. On a cité tout à l'heure le cas des placards et autres qui sont passés par là, qui aujourd'hui sont rien que dans le foot. Donc d'autres aussi peuvent suivre le pas. Et ce sont de bonnes propositions. Mais tout revient quand même à l'université. C'est l'université même qui doit donner une certaine orientation à cette discipline pour qu'on puisse voir le sport évoluer au niveau de l'université. Moi, j'ai déjà félicité cette organisation d'avoir associé également les universités privées, et ce qui montre en tout cas que nous avons des valeurs sûres en sport également dans nos universités. Entre-temps, Flora Tété nous a rejoint. Elle est spécialiste foot féminin ici sur Arwevi Info. Vous avez aussi suivi d'une manière ou d'une autre les championnats universitaires, surtout les dames. Quel a été le niveau, ou bien quels sont en tout cas les commentaires que vous avez aujourd'hui à la fin de cette compétition? Merci Patrick, merci amis auditeurs de la web radio Arwevi Info. Il faut dire que au cours de ces championnats universitaires, on a eu du beau jeu côté féminin, du beau jeu dans ce sens où il y a des joueuses évoluant en première division qui sont étudiantes, donc ce qui veut dire qu'elles n'ont pas abandonné les études. On retrouve des joueuses de la première division au niveau de l'UNJS, qui est un ensemble de sportives. Voilà, donc on a des athlètes et des footballeuses et tout. Donc au niveau de la faculté des sciences humaines et de la société, on a aussi de ces joueuses-là. On peut noter Zegula Lucia de l'AS Araignée d'Aguanivé, qui évolue généralement avec Tempête FC en première division. On a Juliette Niarou de Akpalimé,
de l'équipe Espérance de Palimé qui aussi évolue au sein de l'FSASH. On a la gardienne Agbo. Au niveau de l'ESA, on a aussi des joueuses confirmées en première division qui évoluent au sein de ces formations-là. Du coup, on a tout un mélange avec celles qui veulent bien s'intéresser à la chose sportive. Exactement. Et donc, tout ce mélange-là produit du beau jeu. Et surtout la finale qui a opposé l'INJS. J'ai appris que vous vous étiez régalé à la finale des dames. Oui, et il faut dire que petitement, voir ces quelques connaissances évoluer en première division qui devront disputer la finale. J'étais partagé entre FASEG et ESA-TG parce que de part et d'autre, il y a du beau jeu qui se faisait. La gardienne de l'ESA-TG qui arrive à sauver sa formation en dernière position en arrêtant un tir au but de la FASEG. Je veux bien parler de Désiré et Madison. Oui. Donc, c'était quand même intéressant de la voir. Tout au long du jeu, on a dit non, mais c'est pas une gardienne, ça. Oui. Mais bizarrement, au tir au but, c'est elle qui sauve les ATG en arrêtant le dernier tir de la FASEG. Donc, il faut dire que il faut reconnaître que l'INJS a produit du jeu, la FASEG a produit du jeu. Toutes les facultés engagées ou les écoles engagées sur ce championnat-là, côté féminin, ont produit du jeu. Et c'était intéressant de voir les filles exprimer ce qu'elles savent faire. Et comme le dit Abel tout à l'heure, le talent se trouve un peu partout, même à l'université, même dans les écoles. Exactement. Nous allons encore une fois écouter un membre du comité d'organisation, Dr Dossé Kossivi. Il est le premier vice-président du comité d'organisation des championnats universitaires 2022. Il nous fait également le bilan d'une manière générale. À le début des championnats de cette année, l'université de Lomé a annoncé les couleurs de la reprise des activités sportives par un tournoi à 8 dénommé tournoi du Cool. Je veux dire centre des œuvres universitaires de Lomé qui a regroupé les 8 meilleures équipes de football de la dernière édition avant l'arrêt dû au coronavirus. Après ce tournoi, la commission d'organisation des championnats universitaires édition 2022 a fait des démarches administratives auprès des autorités universitaires et ministérielles pour avoir leur accord. Parallèlement à cette démarche, la commission a contacté les différents sponsors pour leur appui, surtout appui matériel et financier. C'est le lieu de remercier tous les sponsors qui nous ont soutenus durant tout ce processus. Le niveau de la compétition de cette année est acceptable, malgré les 2 années d'interruption. Mais ce qui a attiré l'attention du public sportif cette année, c'est la participation importante des dames à cette nouvelle édition. Elles sont présentes dans presque toutes les disciplines, ce qui n'était pas le cas pour les années passées. Il y a également de nouvelles écoles qui sont rentrées dans la compétition. Au cours de cette compétition, nous avons bénéficié de plusieurs atouts, surtout le soutien de la présidence de l'Université de Lomé. Nous avons également bénéficié de la rénovation des terrains des sports de main, surtout le sport, le handball, le basketball et le volleyball, ce qui a relevé le niveau de la compétition, surtout sur ces terrains. Nous avons eu le soutien du ministère des Sports et des Loisirs à travers l'appui technique des 2 directions en charge des sports. Je voudrais citer ici la direction des sports scolaires et universitaires et la direction nationale des sports. Nous avons eu également le soutien des différentes fédérations nationales. Je n'oublie pas le soutien des différents sponsors et c'est le lieu encore de les remercier. La compétition de cette année ne s'est pas déroulée sans difficulté. Il y a d'abord la réaction tardive de certains sponsors, ce qui a ralenti la commission dans son élan d'organisation. Il y a également la dame nature qui nous a causé énormément de problèmes, surtout la pluie qui a gêné la compétition d'athlétisme et la finale de football. Nous espérons que la prochaine édition va se dérouler sur un terrain moderne, comme l'a promis la présidence de l'Université de Lomé. Comme aucune œuvre humaine n'est pas faite,
il y a eu quelques difficultés, quelques ratés au cours de cette compétition. Et nous allons tirer le leçon de cette édition pour mieux organiser l'édition à venir. Voilà, Dr Dossé Kossivi, premier vice-président de la commission d'organisation des championnats universitaires 2022. Oui, Gafar, vous avez écouté aussi avec nous Dr Dossé. Il a évoqué beaucoup de choses et notamment des difficultés liées au facteur nature qui n'a pas du tout été clément avec l'organisation cette année en ce qui concerne l'athlétisme et d'autres sports de main, notamment avec la pluie qui s'est invitée par moment lors de ces compétitions-là. Ah oui, et on a eu des problèmes avec notamment la pluie. Et on a vu même lors de certaines rencontres, l'organisation était obligée de déplacer les matchs du terrain vert sur le terrain, du terrain rouge sur le terrain vert, et même la PATAM pour accueillir les autorités n'était pas aussi en place parce que le vent est passé par là. On a vu également lors de la finale la pluie qui a menacé, mais les deux équipes ont tenu jusqu'à la fin de la rencontre. Abel, nous allons conclure rapidement. Un mot sur ces championnats-là avant d'évoquer peut-être les playoffs rapidement. Non, mais la reprise, ça a été une bonne chose. Maintenant, il faut que ça s'inscrit dans la durée. Chaque année, qu'on essaie de l'organiser. Je crois que ça permettra aux étudiants aussi de se défouler un peu. On n'a pas que les études. Il faut faire un peu de sport et ça entretient la santé. Et félicitations à l'équipe qui a organisé cela cette année. Ce n'était pas évident, mais c'est un pari gagné. Flora, quelques secondes. Ce n'est que partie remise, je crois, pour une édition prochaine. Félicitations à l'équipe d'organisation, félicitations à toutes les équipes participantes. La pause s'impose avec le top horaire et on revient. Il est 11h. De retour en studio et nous allons parler des playoffs, la 6e journée, c'est ce week-end. Abel, nous allons parler du championnat national de football de première division. Beaucoup d'affiches ce week-end. D'abord, quand on prend la première division avant la D2, Fouaddan aura à faire, nous sommes en deuxième division. On va évoquer la deuxième division rapidement. C'est également les playoffs, la deuxième journée. Fouaddan, Doumbé, Espoir de Zior, Étoile Filante, Tambo, Koroki. Ce sont les affiches de cette deuxième journée. Oui, mais ça ne fait que démarrer et je crois quand même qu'on a le temps. Et nous avons un œil spécial sur l'Étoile Filante qui a fait une bonne première phase et je pense que l'Étoile Filante doit rester dans sa dynamique et elle a d'ailleurs bien commencé avec la première journée en gagnant encore 2-0. Tout compte fait, la montée va être assez disputée, mais on attend beaucoup. Bon, je ne suis pas supporter de l'Étoile, mais c'est par rapport à ce que l'Étoile donne que mes yeux seront véritablement sur l'Étoile pour voir si l'Étoile peut aller jusqu'au bout. C'est mon souhait quand même. L'Étoile ne doit pas rater le coche cette année, puisque... oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On avait évoqué le cas la fois passée. Il y a des équipes identitaires qui sont en train de disparaître tout simplement de la première division. Agaza est parti, ça fait longtemps. L'Étoile est parti, ça fait un moment. Quand vous avez ces équipes qui ont fait quand même un passé glorieux pour ce football-là et qui aujourd'hui végètent en deuxième division, notre souhait c'est que ces équipes identitaires, ces équipes qui ont beaucoup de supporters reviennent en première division pour que nous puissions assister à des rencontres avec des supporters où on peut suivre au lieu d'aller au stade et que les gradins soient vides, les tribunes soient vides, ce n'est pas intéressant. Donc moi, mon souhait c'est de revoir ces équipes-là avec leurs supporters pour que le football puisse encore retrouver un second souffle au Togo. La première division, quant à elle, aborde la 6e journée. C'est donc la phase retour de cette première division. AS Togoport sera face à ASCO de Kara. Tout est fait pour ASCO, tapis rouge. Vous l'avez dit tout à l'heure hors antenne. Nous aurons de l'autre côté ASCO, ASK qui reçoit Dito et puis Gomido AS Bina. C'est l'autre match. Gomido qui s'est fait peur lors de la première journée et doit remonter les bretelles à l'AS Bina. Oui, et je crois quand même que c'est surtout du côté
Dito, où on peut encore espérer quelque chose, mais du côté de Gomido, ça va être très très difficile de revenir dans la course, puisque quoi qu'on dise, Asco est en train de faire le trou. Moi, je l'avais dit déjà en deuxième journée ici, que Asco... en battant, je crois, la SCK, que c'est déjà décisif pour la suite parce que c'est le concurrent direct. Aujourd'hui, la SCK se positionne derrière l'équipe d'Asco, mais avec 4 points d'écart. Donc, vous voyez quand même que ça ne va pas être facile en 5 journées à fermer cela. Surtout que la dernière victoire de Asco sur Dito 4-0, ça c'est une belle démonstration de force. Et moi, quand j'ai vu cela, je dis bon, tout est dressé pour que Asco aille au bout, sauf calamité, je ne sais pas, une surprise cataclysme dans les mots de la Cara à cette équipe-là. Et je crois qu'en perdant cette Coupe de l'Indépendance, ça a amené un déclic où Asco sait maintenant que ce qui lui reste, c'est seulement le championnat et il faut aller au bout. Et cette équipe-là a démontré juste après cette défaite. Vous pensez que Asco devait perdre la Coupe de l'Indépendance pour se faire, en tout cas... de belles pommades? Non, mais ce n'est pas cela, mais ça les a réveillés parce qu'ils doivent savoir que ce n'est jamais gagné à l'avance. Et ça a été une surprise pour eux de perdre face à SK 2-0. Bon, ils ne s'y attendaient pas du tout. Ouais. Mais ça les a réveillés et ils savent que, attention, quelle que soit l'équipe qui est en face, on doit s'y prendre correctement et surtout avoir le résultat. Et moi, je pense qu'ils sont réveillés et maintenant, il reste que 5 journées devant nous, à eux de pouvoir la faire comme ils ont fait les 5 premières. Asco ne doit pas perdre face à l'Est Togopor, qui ne doit pas non plus, en tout cas, perdre, essayer de jouer le tout pour le tout pour pouvoir se coller peut-être à Asco et attendre une situation mauvaise de l'autre côté et espérer être champion. Gafa? Oui, Asco et AS Togopor. Rappelons que lors du match aller, AS Togopor a perdu en déplacement chez Asco à Kara. Maintenant, le match retour se joue à Lomé. Issam Tchadjobor et ses coéquipiers doivent essayer de prendre ces 3 points-là avec un nouvel entraîneur, Kegbalo Kodjovi, qui a été nommé. Voilà, Kegbalo Kodjovi qui n'a rien à perdre avec cette équipe de l'AS Togopor parce que l'AS Togopor est bon dernier dans ce classement. De l'autre côté, la SCK et Dito FC. Dito qui, après avoir perdu lourdement face à Asco, 4-0, a renoué avec la victoire et face notamment au niveau de la journée précédente face à l'AS Togopor. Dito qui, pour moi, doit confirmer face à cette équipe de la SCK. Dito qui a battu la SCK à Lomé ici, si je me rappelle bien, 2-0. Donc c'est la confirmation pour cette équipe de Dito, de Yéré Justin face à la SCK d'un certain Koulibaly Abdou Razak. Nous retrouvons les 2 meilleurs buteurs dans les 2 formations, Yéré Justin du côté de Dito FC de Lomé et Koulibaly Abdou Razak du côté de la SCK. Donc c'est un duel aussi entre les 2 meilleurs buteurs de ce championnat. Ouais. Et au niveau du dernier match, Gomido qui a rendez-vous avec l'AS Bina. Ouais. L'AS Bina, pour moi, pas favori par rapport à ce qu'on a vu lors des matchs précédents de l'AS Bina, surtout à Lomé, ouais, face à l'AS Togopor et aussi face à Dito. Je pense que l'AS Bina pas favori, notamment avec leur secteur offensif composé de Klugan Maruis et puis Tony Akomatiri. Mais de l'autre côté, il y a un certain Wame Dove qui n'a pas encore dit son dernier mot dans ce championnat. D'accord, en attendant cette 6e journée, Asco est premier avec 13 points, 2e ASK 9 points, 3e Dito 8 points, AS Bina est 4e avec 7 points, Gomido est 5e avec 3 points et puis le bon dernier dans ce championnat, c'est bien, l'AS Togopor, comme toujours l'année dernière, n'arrive toujours pas à gagner après les phases de poule de ce championnat. L'AS Togopor est 6e avec 1 point. Flora, Asco, tout est fait pour Asco, disons-le clairement. Asco ne doit plus perdre jusqu'à la dernière journée. Oui, espérons que cette formation de Asco pourra égrener les points, les 3 points par match pour se hisser plus haut. ASK de son côté qui
ne manque pas l'occasion de s'imposer. C'est vrai que pour l'instant, Gomido, AS Togoport, ça patauge encore. Et on est en eau trouble chez les deux formations. Même si l'AS Togoport essaye de se repositionner en prenant un nouvel entraîneur et un nouvel adjoint, Kegwalo Kodovi et puis Atou Gegledi. Je pense que cette formation de l'AS Togoport devra vraiment réfléchir pour une nouvelle saison qui s'annonce. Et côté ASCO, on doit reconnaître que dans le championnat, il y a encore des équipes qui peuvent tenir tête à cette formation, ne pas se dire déjà que c'est acquis. Donc en gros, AS Bina qui petitement fait parler d'elle, cette formation fait parler d'elle au fur et à mesure, depuis les phases de poule jusqu'à présent. Et là où on s'attend le moins, c'est là où l'AS Bina sonne fort et on se dit, ben attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça surprend les grandes équipes en faisant match nul et tout et tout. Donc félicitations à toutes ces formations-là qui se battent et on espère voir une belle phase, une belle fin pour ces playoffs en fait. Abel, on l'a dit une fois ici déjà, Wadjalantam qui est en train de réécrire une nouvelle page de son histoire en tant qu'entraîneur. On l'a vu, joueur, et là finalement c'est un entraîneur qui prend une équipe qu'on n'attendait pas et puis qui chaque journée essaie de montrer quelque chose. Oui, mais moi je n'étais pas, je vous l'avais dit le jour-là, que j'attends au moins que 5 journées passent pour pouvoir jauger de cela. Et vous avez vu que les 2 dernières journées, cette équipe-là a calé. Donc, on attend de voir la suite pour la phase retour. Ça a fait un bon début, c'est bon. Parce que je vous disais déjà que cette équipe n'a pas de profondeur de banc. Ce qui va peser quand c'est en 10 journées. Donc, et déjà, on a vu que ça commence par ne plus tourner rond comme cette équipe avait commencé. La fatigue. Et j'attends que la deuxième phase aussi commence. Mais avec ces défaites, j'ai vu un peu l'équipe découragée. Tout compte fait, il va falloir que le coach trouve des bons mots pour remobiliser ses joueurs. Il a de bons joueurs. Et c'est une équipe qui joue le championnat comme des matchs de coupe. Et c'est ça qui fait qu'elle arrive à surprendre même ses adversaires. Maintenant, le temps de surprise est passé puisque tout le monde sait que si tu baisses les bras, AS Bina va te manger. Donc, je crois quand même que là, le temps de grâce est passé. Il faut maintenant aller et sortir tout ce que cette équipe a là dans le ventre pour pouvoir avancer. Tout compte fait, ça a permis aux journalistes et aux supporters de se régaler un tant soit peu. Et puis, vous savez, c'est seulement le premier qui est à déterminer dans ce championnat. Et peut-être, je ne sais pas si on va engager. Oui, il y a le Dauphin aussi qui est engagé pour la Coupe CAF et autres. Donc, je crois quand même que l'AS Bina peut toujours rêver puisque l'équipe qui est devant les 2 équipes sont à 2 points seulement. 9, on a 8 points, 9, 8 et AS Bina est à 7. Donc, c'est toujours jouable. Il faut tenter le coup. Ça peut être une deuxième place qui est ouverte, hein, je dis, parce que Dito n'arrive pas à convaincre aussi, tout comme l'ASK et l'AS Bina. Les 3 sont au même niveau. C'est l'équipe qui va mieux se donner pour cette phase de retour peut au moins penser à la deuxième place. On dit que c'est joué pour l'ASCO, mais ce n'est pas déjà gagné. Il faut arriver au terme des 10 journées pour pouvoir se maintenir. Je dis, la surprise de la Coupe de l'Indépendance doit vraiment montrer à ASCO que chaque match se gagne après les 90 minutes. Ce n'est jamais avant. On peut vous dire vous êtes favori, mais c'est sur le terrain qu'il faut concrétiser le jeu. Et je crois que cette équipe d'ASCO a les éléments pour aller au bout. C'est la meilleure formation du Togo actuellement. Moi, je ne me cache pas pour le dire. Cette équipe-là est en train de démontrer tout simplement qu'elle a la capacité d'aller au bout. Et ASCO a bien préparé les 2 phases du championnat. Je crois quand même que elle demeure pour moi l'équipe favorite pour remporter ce championnat. Quand on voit le classement, on peut dire que c'est mort pour l'AS Togoport, mais pour Gomido, c'est encore possible? Est-ce que c'est possible puisque Gomido est 5e avec 3 points? 3 points, si on gagne 4 journées sur 5... Les autres ne vont pas croiser les bras. c'est très compliqué, c'est très très mal embarqué pour cette équipe de Gomido aussi. Il faut avoir le courage de le leur dire. Parce que cette équipe a raté des matchs incroyables. Et même à domicile, elle n'arrive pas à gagner. Donc, dans ces conditions, pour une compétition qui dure 10 journées, et vous avez fait 5 journées avec 3 petits points, je ne vois pas Gomido espérer quoi que ce soit. Gomido sait que c'est une équipe qui est maintenue. Maintenant, il faut penser à la saison prochaine, voir
comment faire le recrutement pour rehausser le niveau de l'équipe. Amégan Didier est là, je crois quand même qu'il doit recommencer par faire des sondages pour voir quel poste il faut pourvoir pour que l'équipe puisse retrouver son allant. Sinon, ce n'est pas du tout... Moi, Gomido n'a rien encore à espérer dans cette compétition. Oui, Gafar ou bien Flora, l'arrivée de Womedové n'a finalement pas changé grand-chose. Je ne dirais pas que son arrivée n'a pas changé grand-chose, mais plutôt... Avec lui, on a accédé au play-off, peut-être. Est-ce qu'on va le dire aussi? Il n'est pas le seul joueur sur le terrain. Il n'est pas le seul joueur. C'est toute une équipe. Oui. Il faut dire que défensivement, Gomido a une défense plus ou moins en place. C'est en milieu de terrain qu'on voit la peine de cette formation-là. Et en attaque, c'est vrai, Womedové est là, mais pour l'instant, ça manque un peu de réalisme quelquefois à certains matchs. Face à l'ASK la dernière fois et bien avant la pluie, il faut reconnaître que défensivement, Gomido tenait. Et à quelques erreurs près, ASK arrivait à percer cette défense-là et à avoir le gardien de but. Ce qui a occasionné le premier but qui est arrivé de nulle part à bout portant direct dans le goal. Le second but est arrivé dans un cafouillage. Ce qui veut dire que le ballon est déjà perdu en milieu de terrain. La défense ne s'est pas réorganisée. Et donc, il n'y a qu'une seule personne qui tient cette défense-là, c'est le 214 de la formation de Gomido. Et c'est pas vraiment très organisé. Avec le goal, on ne s'entend pas. On prend de l'eau. Voilà. Et donc, s'il y a un cafouillage, le goal n'arrive pas à comprendre le message de la défense et puis ça passe. Et quand c'est comme ça, et quand on n'a pas un milieu de terrain répondant, Womedové devant, ça ne prend pas de ballon. Ouais. Donc, ce n'est pas Womedové le problème. C'est toute l'équipe. Voilà, c'est le reste de la formation. Si le ballon doit quitter la défense pour le milieu de terrain, ne trouver personne au milieu, l'attaque sera là. Regardez, on ne va pas faire 90 minutes en aller-retour tout le temps avec Womedové. Il y a l'âge qu'il faut compter aussi, quoi. En fait, il est arrivé pour tirer l'équipe vers le haut. Oui, exactement. Apporter plus à cette équipe, sinon... il n'est pas venu pour jouer tout seul, comme l'a dit Flora. Et puis, vous savez, c'est un joueur qui est déjà à 30 ans. Donc, ce n'est pas à lui de faire tout le jeu. Mais il faut que l'équipe... Vous verrez que même souvent, on le met sur le banc et il vient pour appuyer l'équipe. Donc, tout compte fait, moi, je l'ai déjà dit, c'est qu'au niveau de Gomido, on doit revoir toute l'équipe. Et surtout, comme Flora l'a soulevé également maintenant, trouver l'équilibre sur toutes les lignes, au niveau de la défense, au niveau du milieu, au niveau de l'attaque, pour que l'équipe puisse gagner. Sinon, tel que Gomido se présente aujourd'hui, je ne pense pas que cette équipe-là peut espérer grand-chose dans ces playoffs. Gafa, on va conclure sur Gomido. Oui, comme les deux autres années, je pense que Gomido, Womedové seul ne peut pas faire l'affaire avec Gomido. Et c'est tout un ensemble de joueurs qui peuvent faire l'affaire. Mais on l'a vu, même avant les playoffs, Gomido et Womedové seul sur des coups francs à porter cette équipe. Donc, je pense que lui fait sa part. Malgré l'arrivée de certains joueurs, ça ne marche pas toujours. Je pense que le coach doit revoir l'effectif et puis revenir plus fort la saison prochaine. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous marquons maintenant la pause quelques secondes et on retrouve Ras Sankara. Dignity can save you or kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you. Where you there? Yesterday, when the gunman shoot men down. No retreat, no surrender. If them push you, no fall down. Many come, many go. We know the sleep, we there for all. Come in peace, not in pieces. Oh, yeah, yoga. Respect is reciprocal. Is reciprocal. Respect is reciprocal. Oh, yoga.
La pause culture, on y va, c'est assuré par Ras Sankara en ligne avec nous ce matin. Bonjour Ras. Oui, bonjour. Alors, Emom et Art, c'est votre festival, la 4e édition, ça a démarré depuis, et puis ça prend fin le 8 mai prochain. C'est un festival qui s'organise entre Lomé et Kpalimé. D'abord, pourquoi le choix Lomé et Kpalimé? Dites-nous tout sur ce festival. Alors, merci beaucoup. Et Emom et Art, c'est la synchronisation entre le mot Emomé et dans notre langue vernaculaire qui est la rue et art qui est vecteur de développement. Donc nous avons décidé depuis 2016 d'organiser ce festival qui est typiquement concentré sur l'art de la performance et l'art de la plastique, qui part des galeries, des centres artistiques vers la population. Donc et voilà, on s'est dit Lomé Kpalimé parce que aujourd'hui, quand on parle de ce qui est de la peinture, de la sculpture, Kpalimé regorge beaucoup de centres d'intérêt. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'aller et faire ce projet entre Lomé et Kpalimé. Donc depuis le 29 avril, oui. Nous avons fait le lancement jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à notre 7e jour du festival. D'accord. Parmi les invités, il y a eu beaucoup d'invités cette année. Il y a des artistes qui sont venus de la République démocratique du Congo, mais on retient également le compatriote béninois Eric Medida, un artiste plasticien et performeur béninois dont le travail est une tentative constante d'analyse et de complexité humaine. Pourquoi l'avez-vous invité, en tout cas, sur cette édition? Alors, il faut savoir que cette édition, après les 3 éditions, nous avons fini par comprendre qu'il faut y a un travail de mémoire, il faut un travail d'identité. C'est pour cela que le comité d'organisation a proposé cette année le thème qui est patrimoine, mémoire et identité. Et quand on parle de patrimoine, quand on parle de l'identité, et ça se résout par notre mémoire. Et donc, nous avons jugé bon d'inviter des artistes partout le monde entier. Il y a 12 nationalités sur 20 artistes qui travaillent. Et la particularité, c'est de tout un chacun de montrer leur identité, leur culture, parce que nous sommes arrivés aujourd'hui dans un monde capitaliste où ce qui nous sommes, ce que nous devons être se perd au profit du capitalisme. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire cette réflexion artistique sur notre devenir? Alors, connaissons aussi le Bénin et le Togo, qui sont des pays frères, des nations frères depuis des millénaires avant l'arrivée des colons. On s'est dit, on entretient de bonnes relations. Pourquoi ne pas aussi inviter ces artistes béninois qui travaillent sur des mémoires? Et quand on voit ce qui se passe de l'autre côté du Bénin par rapport à l'art de la performance et l'art plastique, le niveau est tellement aussi, c'est aussi de les faire venir pour partager leur expérience avec nous ici au Togo. D'accord. Oui, ça fait, disons, 4 ans que vous organisez ce festival. Qu'est-ce que vous recherchez en réalité? Alors, ce festival, comme je l'ai dit au départ, l'objectif principal, c'est de ramener l'art dans la rue, de ramener l'art proche de la population, parce que le constat a été fait par l'association Cascade Togo, qui est l'organisatrice de ce festival, oui. Que l'art plastique, l'art scénique sont restés dans les galeries, sont restés dans les institutions, sont restés dans les salles. Et que ces salles, que ces institutions, que ces galeries ne donnent pas l'accès à la grande majorité, la population lambda, ceux que on peut entre guillemets qu'on va dire les pauvres. Et donc l'art est laissé aux élites, aux universitaires, aux expatriés. Et donc pour moi, on s'est dit il faudrait qu'on ramène l'art vers la population et que quand la population va comprendre la nécessité de l'art plastique, l'art de la performance, l'importance économique, et sanitaire, et ils peuvent maintenant s'acquérir, s'offrir des tableaux de 100 000, 200 000, 300 000, mais d'abord il faut un travail de mémoire, il faut un travail de proximité. C'est l'objectif principal de ce festival, et aussi de faire sortir des talents en art de la performance, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes très 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 peu sur le plan national à pratiquer cet art, et sur le plan international, quasiment le Togo n'existe pas. Et c'est un travail que nous sommes en train de faire depuis 4 ans. Alors, quand vous êtes dans la rue, quels sont les retours que vous avez? Ça plaît aux populations? Les gens adhèrent à cette initiative? Dites-nous. Oui, aujourd'hui, après 4 éditions, nous avons fini par comprendre que
le festival doit encore continuer à porter son fruit parce que des gens sont d'abord ébahis par rapport aux créations et aussi l'esthétique que nous donnons aussi le côté didactique parce que il faut savoir que le festival n'est pas juste le côté ludique ou bien esthétique, il y a ce côté didactique que nous donnons, les constructifs que nous donnons à la population, les thématiques que nous développons à travers nos créations, à travers nos corps, ça permet à la population de comprendre l'histoire, de comprendre les vécus, parce que toutes ces créations sont de la base de tout ce que nos populations, que ce soit du Togo, ceux de la France, ceux de l'Allemagne, ceux de Sud-Afrique qui sont là, vivent. Donc nous reflétons juste nos identités, ce que nous vivons. Parce qu'il faut savoir que l'art de la performance, tout africain, chaque jour, ils font de la performance. Tu vois, quand tu sors de la maison, tu pars pour aller acheter à Imolo chez la vieille dame. De l'autre côté, tu achètes le charbon, tu reviens, t'as pas d'allumette pour allumer, tu cogites, tu cherches. C'est de la performance ancestrale que nous ne savons pas, mais que aujourd'hui l'art a fait ce que nous vivons. D'accord. Alors, on va finir. Hein. Ce qui est prévu ce soir, j'ai appris qu'il y a un grand concert. En tout cas, un spectacle prévu ce soir, dites-nous. Alors, ce soir, oui, c'est l'apothéose à Lomé. Après 6 jours de travail dans le centre culturel à Lomé, espace Level, c'est à Romé, où est la prime. Ce soir, ça sera la grande spectacle festif où il aura la performance de Elsie qui est une Guadeloupéenne qui vit à Montpellier. Il y aura Salandele qui vient de Congo. Il y aura Choco Zulu qui vient de Bruxelles. Il y a une DJ Sophie Girard, DJ Bloom qui vient de Nantes pour nous. Il y aura Martial Panouti qui vient de Burkina Faso. Il y aura aussi des artistes comme Horus Dankouvi du Togo. Il y aura aussi de CO du Togo. Donc dans la rue, parce que le principe c'est d'occuper la rue, c'est de faire valoir l'art dans la rue. Donc ce soir, à partir de 18h, il y aura la performance, il y aura la peinture en live, il y aura la danse, et puis il y aura le DJ set et puis le son système. Donc vous occupez quelle rue aujourd'hui, ce soir? Alors ce soir, nous avons délocalisé parce que le festival a fait tourner dans beaucoup de quartiers. Oui. Et ce soir, nous serons à Tidogomé. Boumamé en face du siège de Le Boumaf. D'accord. Donc à partir de 18h, c'est le spectacle on a 3 heures à 4 heures de temps de spectacle mélangé de la danse, de la peinture, de la performance, du DJ son et puis de la musique aussi. Parce que aujourd'hui, l'art de la performance commence à s'introduire dans d'autres styles d'art, parce qu'il y a aujourd'hui les performeurs qui utilisent la musique, qui utilisent la peinture, et la différence aussi des autres arts, c'est que il y a la performance générale qui se fait, la performance artistique qui est là, et maintenant il y a aussi l'art de la performance, donc nous pratiquons l'art de la performance. D'accord. Merci beaucoup à vous, Ras Sankara. Merci surtout pour la disponibilité d'avoir participé à cette émission Carrefour sur la web radio Arwevi Info. Écoutez un peu partout dans le monde. Merci à vous. Et puis, naturellement, on se retrouve ce soir autour de ce thème patrimoine, mémoire et identité. Justement. C'est l'occasion de remercier à toutes ces personnalités de gauche à droite qui nous ont soutenus techniquement parlant et de voir que déjà nous promettons que malgré les maigres moyens que nous avons cette année pour organiser cette 4e édition, qui a d'abord eu plus de 22 artistes de 12 nationalités. Ouais. Nous comptons sur avoir la 5e édition en 2023 qui sera encore une autre chose à faire. Et notre souhait aussi, c'est que ce festival Emomi Art soit le plateforme internationale, une rencontre internationale d'art de la performance et de l'art de rue au Togo. D'accord. Merci beaucoup à vous, Ras Sankara. Très, très bonne journée et puis bonne préparation pour le spectacle de ce soir du côté de Boumamé. Merci. Merci. La pause continue, musique quelques secondes et on parle de cette compétition, on va dire plus ou moins la relance des activités au niveau de la fédération togolaise, la fédération nationale de basketball du Togo. Respect is reciprocal.
gunman shoot men down. No retreat, no surrender. If them push you, no fall down. Many come, many go. We know the sleep today for all. Come in peace, not in pieces. Oh yeah, yeah, yeah. The streets of hope in humanity. The last frontier of our own sanity. Spread your love to all equality. It makes the seas of radical beauty. The wind will blow, the light will show, real beauty on the brand new. The wind will blow, the light will show, real beauty on the brand new. It will blow on the brand new. Take care away on the brand new. It will blow on the brand new. We'll get down on the brand new. With your hands raised, is reciprocal. Stand with your hands raised, is reciprocal. With your hands raised, is reciprocal. De retour en studio et nous continuons maintenant par évoquer cette compétition, la Coupe de l'Indépendance au niveau de la Fédération nationale de basketball du Togo. Flora, vous nous suivez en tout cas cette compétition depuis le début. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci Patrick. Déjà le 30 avril et le 1er mai dernier, c'était les phases éliminatoires, sinon les phases qualificatives. Et donc, ça s'est joué dans les différentes ligues régionales. Donc, depuis hier, c'est les phases finales. Donc, hier, déjà, vendredi, c'était le tirage au sort pour avoir les demi-finalistes, c'est-à-dire les confrontations des demi-finalistes. Donc, du côté des hommes, les équipes qualifiées sont Dito, Kaba de Kara, TBS de Tchévier et C7C d'Atakpame. Donc c'est du côté des hommes. Et du côté des dames, nous avons Swallows, Étoile Filante, oui. CBS et bien évidemment Modèle de Lomé. En tout cas, du côté des dames, on a senti que la hiérarchie a été respectée plus ou moins. Parce que les noms là, on est habitué à ces noms. Voilà, on est habitué à ces noms parce que pour les dames, c'est pratiquement Lomé Golf. Oui. Toutes les équipes sont de la Ligue Lomé Golf. En tout cas, avant de revenir sur le tirage au sort, Abel, c'est une compétition, en tout cas, plus ou moins, quand vous écoutez les responsables ou bien les dirigeants de la fédération, qui sert de relance d'activité. Une coupe de l'indépendance, on en profite. Oui, mais ce n'est pas seulement la seule discipline. Vous savez qu'avec cette histoire de Covid, les activités étaient arrêtées. Maintenant, pour relancer, c'est à point nommé que cette Coupe de l'Indépendance là est arrivée. Et au niveau de basket, je crois que cette fédération a bien fait de le faire véritablement sur le plan national en faisant compétir toutes les ligues. Et vous avez vu que ce n'est qu'une phase finale d'une Coupe de l'Indépendance où les autres ligues aussi ont participé. C'est une bonne chose et il faut les encourager pour que ça puisse permettre le développement du basket à l'intérieur du pays également. Flora, hier, il y a eu les tirages au sort. Moi, je ne maîtrise pas en tout cas les confrontations qui vont en tout cas avoir lieu cet après-midi. Ce que je sais que c'est la grande finale a lieu cet après-midi. Voilà, donc faut nous dire. Voilà, donc hier déjà, les demi-finales ont été disputées. Oui. En première demi-finale côté masculin, nous avons eu la confrontation entre Dito de Lomé et l'équipe de Tchévier TBS. Et dans la deuxième demi-finale côté masculin, il y a eu la confrontation entre Kaba, l'équipe de Kara, et l'équipe des 7 collines, C7C, des 7 collines d'Atakpame. Donc, du côté féminin, c'est une première rencontre entre Swallows et CBS qui n'a pas fait cadeau. Donc, rencontre âprement disputée, mais finalement, c'est Swallows qui sort son épingle du jeu. Dans la seconde rencontre, c'est un match entre l'Étoile Filante et la Modèle. Donc, l'Étoile Filante a fait respecter la hiérarchie côté féminin. Voilà, donc rapidement, côté masculin, Dito et Kaba de Kara valident leur ticket pour la finale. Oui. Donc, qui se disputera cet après-midi, bien évidemment. Et du côté féminin, c'est Swallows et Étoile Filante qui croisent
qui se croisent déjà. Ils ne vont pas croiser les crampons, ils vont croiser les doigts. Ah oui, puisque c'est de la balle orange qu'il s'agit. Ouais. Donc, ce sera avec les doigts et un peu de sprint par là pour courir un peu vite et faire les paniers. Donc, la finale aura lieu aujourd'hui, 7 mai 2022, au Centre Swallows, bien évidemment, à partir de 14h30. Les installations commencent et les matchs démarrent à 15h00. En tout cas, moi, je ferai vite pour vous libérer parce que je sais que vous êtes attitré sur cette compétition avec Miss Darlis. Et l'autre affiche que je vois, quand je regarde l'affiche officielle, je vois Arouevi. En tout cas, en bonne position. Je ne vous pose pas la question. Je poserai peut-être la question au directeur après. Après ce tirage au sort qui donne ces confrontations dont vous avez fait cas tout à l'heure, Agoro Ashraf, conseiller de la fédération et puis président du comité technique de cette compétition, s'est adressé, il s'est prononcé après ce tirage au sort. Vous l'avez d'ailleurs interviewé, on va l'écouter. C'est un petit tournoi qui avait commencé dans les septentrions, dans les autres ligues. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale, les demi-finales aujourd'hui et demain les finales dans la matinée. Et c'est un tournoi aussi qu'on a dénommé tournoi Open qui permet maintenant à la nouvelle fédération de prendre l'ouverture, de voir l'ambassade entre les joueurs. Ça fait un moment qu'on n'a plus été ensemble, de faire l'ouverture des activités sportives côté basket. Et on va aussi profiter maintenant de relancer tout et de voir les niveaux de chacun. C'est comme une petite fête d'ouverture pour les baskets. Ce soir, dans quelques heures, il y aura les phases finales, les demi-finales qui vont se jouer entre hommes. Le premier match opposera l'équipe de Dito et à l'équipe de Tchévier. Et après, il y aura l'équipe de Kaba qui va affronter l'équipe d'Atapamé. Le basket au Togo, c'est comme une famille. Ça se connaît, on se connaît depuis des années. C'est toujours les mêmes personnes qui font la fédération. Nous, on vient d'arriver. Ceux qui étaient là aussi étaient des frères aussi, des sœurs. Maintenant, nous, on est là, c'est la même chose. C'est une continualité qu'on continue. Il y aura des... Parce que ça fait longtemps, les gens il n'y a pas eu d'activité sportive à cause des raisons que vous-même vous connaissez bien. C'est l'occasion aussi de revoir les gens avec qui, depuis 2019, on ne s'est pas vu. Je suis sûr qu'on va se voir ici et qu'il y aura de l'ambiance. Voilà, Agoro Ashraf, conseiller de la fédération et puis commissaire, président de la commission technique de cette compétition. Il a en tout cas planté le décor de ce qui sera fait tout à l'heure, comme vous l'avez rappelé. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir durant cette compétition qui vous a émerveillé? On sait qu'il n'y a pas eu de compétition depuis un moment. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu de l'enchaînance, de la fatigue déjà durant cette compétition, ou bien les joueurs et joueuses ont plutôt mieux servi ceux qui se déplacent pour aller regarder ces matchs-là? Patrick, je pourrais plutôt vous étonner parce que j'ai été surprise aussi par la prestation des uns et des autres lors de cette Coupe de l'Indépendance. Il faut dire que c'est comme les équipes s'attendaient vraiment à une compétition. Et donc, les joueurs se sont mis à fond. Les joueuses aussi se sont mis à fond. Et quand on est en plein match, vous sentez de l'engagement. On veut faire quelque chose pour démontrer qu'en fait, les équipes restent encore en vie. C'est vrai que par moment, la fatigue s'invite, mais bon, quelques minutes, on reprend. C'est le cas par exemple de CBS hier, face à Swallows. D'abord, les joueuses de CBS ont pris de la forme. Elles sont devenues gros. Voilà, les CBS, les dames sont devenues un peu plus grosses et tout ça. Alors, au niveau de Swallows, c'est des plus jeunes qui ont encore des formes athlétiques et donc qui se déplaçaient librement. Mais l'expérience a fait que CBS a tenu tête à Swallows jusqu'aux derniers instants pour que Swallows creuse l'écart vraiment et se hisse en finale. Côté étoile filante, on ne dirait pas qu'il y a eu 2 ans de pause. Wow. On ne dirait pas. On ne dirait pas. Donc, côté Dito, pareil. Dito qui a fait carton hier. Kaba, Kaba face à la formation d'Atapamé, ce n'était pas vraiment facile pour l'équipe de Kara. Mais
Ils ont réussi. Mais et on c'est espère... plutôt deux clubs venus de l'intérieur qui s'affrontent. Ça va être en tout cas le même type de niveau ou bien le niveau est plus ou moins... Je ne dirais pas le même type le même niveau, mais on a vu quand même du basketball. D'abord le fair play qui a régné et la capacité des joueurs à s'imposer. Je prends par exemple la formation de Tchevier qui a tenu tête à Dito et il a fallu que Dito effectue des remplacements vraiment stratégiques pour clouer cette équipe de Tchevier. Sinon, il y a dans cette formation-là un Dorsa 7 et Dorsa 9 et Dorsa 6 qui ont créé énormément de problèmes à cette formation de Dito. Donc il a fallu que Dito injecte de ces grands pions pour faire régner la hiérarchie. Sinon, pour se faire respecter. Voilà, sinon il n'y a pas eu de différence entre le niveau des équipes de la Ligue Lomé Golf et les équipes de l'intérieur. Donc on attend une belle finale cet après-midi côté masculin. Côté féminin, c'est purement la Ligue Lomé Golf. Donc les équipes se connaissent déjà. Et il va falloir... Mais ça va être serré à ce niveau-là. Ça va être serré parce que c'est entre Étoile Filante et Swallows. Donc ça va être serré. Il va falloir que les uns fassent appel à l'expérience et les autres feront appel peut-être à la forme athlétique et à la course pour peut-être dire aux grandes sœurs à calmer. On arrive aussi en force. Voilà. Est-ce que c'est une manière pour ces jeunes-là de renvoyer aussi vite les grandes sœurs, les grands frères? Comme on le dit, on ne noue que au niveau la nouvelle corde, on la noue sur l'ancienne. Donc on la tisse sur l'ancienne. Et les jeunes ont besoin des anciennes pour poser aussi leur pas et venir peu à peu. Donc on ne peut pas chasser tout dru les anciennes. Donc, les jeunes sont avertis. Elles doivent faire attention. C'est chaud. Abel, quand on écoute Flora, Covid n'a pas fait que du bien. Hein. Covid a fait beaucoup de choses. Ça a permis à certaines joueuses de devenir grosses. D'autres sont devenues mamans, finalement. Non, mais le sport avec les femmes, ce n'est pas comme avec les hommes. Parce que elles ne durent pas dans le sport comme les hommes et c'est normal et je crois quand même que c'est une bonne chose, mais l'expérience est là et je crois que Flora l'a souligné. Maintenant il faut que les jeunes arrivent également à acquérir cette expérience là pour pouvoir rivaliser avec les anciennes. Moi je dis qu'en sport on ne dit pas que quelqu'un est ancien et puis qu'il dégage. Non, c'est la performance de celui qui vient, du jeune qui vient et qui va le faire partir. Donc il faut que les jeunes apprennent à s'imposer et qu'on ne les amène pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont performants et on les aligne. Et je crois quand même que cette compétition, qui n'est qu'un retrouvaille, comme l'ont dit les premiers responsables, a permis au moins de jauger la forme des équipes participantes et ça a permis également à cette discipline de se retrouver, de se relancer et ils l'ont appelé Open. Donc ça ouvre la saison et souvent c'est dans les vacances qu'on voit les championnats de basket et je crois quand même que c'est à point nommé que cette compétition-là s'ouvre maintenant et ça va permettre aux différentes équipes de mieux se préparer pour les jours à venir afin que nous puissions encore voir du beau basket au Togo. En tout cas, c'est en tout cas ce que nous souhaitons. Nous allons parler d'une autre discipline, le cyclisme. Le Togo est au Bénin depuis quelques jours, on va dire une semaine. Le Togo participe au Tour international du Bénin. Abel, vous avez des infos en tout cas en ce qui concerne la participation du Togo. Une course à Lomé a permis de détecter les meilleurs qui vont représenter le Togo. Ça a été fait. Maintenant, est-ce que ces meilleurs du Togo arrivent à s'hisser en tout cas sur le plan international, notamment au Bénin? Bon, il faut reconnaître que l'équipe du Togo est au Bénin. C'est une compétition qui a commencé il y a 5 jours et qui se termine ce matin. Ils seront déjà à quelques kilomètres de l'arrivée puisque ils étaient déjà à 20 kilomètres il y a 5 petites minutes de l'arrivée pour clôturer cette compétition qui se fait à 5 étapes. Cette année, le Bénin a visé haut. Et le Bénin n'a pas seulement limité les participants aux formations africaines. Le Bénin a ouvert
la participation aux équipes professionnelles qui sont venues et qui dominent d'ailleurs la compétition. Avant, c'était le Burkina Faso qui écrasait la compétition au Bénin, au Bénin, mais avec cette 17e édition du Tour cycliste du Bénin, le Bénin a visé haut puisque le Tour même est classé UCI 2.2. Donc le Bénin veut mettre sa cote un peu au-dessus au niveau de la sous-région. Ça a fait que ce sont des Allemands, les Belges, les Français qui arrivent à dominer cette compétition depuis le début. Il y a que Sud-Africain qui a pu remporter une étape sur les 5. Donc on espère de voir. Côté Togo, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le Togo a été à cette compétition avec 6 cyclistes, mais depuis hier, l'équipe du Togo qui a démarré la compétition aujourd'hui à cette dernière étape, c'est seulement 4 coureurs, 2 ne sont plus dans l'équipe puisqu'il y a les 2 qui sont arrivés hier hors délai, donc vous ne pouvez plus prendre le départ. Il s'agit d'Akwedem et de Kako, donc les 2 sont sortis. Et dans cette compétition, je crois que ce qu'on peut dire qui est encourageant, c'est la meilleure place du Togo, c'était à la 3e étape où on a vu Abino qui a terminé 22e sur les 77 qui étaient allés au départ. Donc c'était la meilleure position du Togo dans cette compétition. Et ça a permis même qu'il soit le premier Togolais sur les 67 qui restaient hier. Donc il est classé 53e sur les 67 et c'est lui le premier Togolais, donc ça veut dire que les autres viennent après lui. Donc il y a les autres qui sont là, ils sont 4 seulement pour terminer ce tour. Tout compte fait, je crois que après la Covid, c'est la première vraie compétition, et qui est une compétition test même pour le Togo et qui va permettre à ces cyclistes de se hisser un peu ou bien de se frotter avec les autres cyclistes. Et tout compte fait, le niveau est très élevé et comme je l'ai dit, c'est quand les Blancs démarrent. Même cette fois-ci, on n'a pas vu des Burkinabés raffoler sur ce tour. On n'a pas vu les Burkinabés, je vous ai dit. Ça veut dire que la première victoire africaine, c'est un Sud-Africain, mais il est blanc aussi. La première victoire, c'était avant-hier. Donc, je crois quand même que, à part cela, on n'a pas vu les Africains, mais c'est fait à dessein pour qu'on puisse vraiment hisser le niveau du cyclisme africain. En revenant, je crois que les nôtres doivent essayer de travailler encore davantage pour pouvoir relever leur niveau. 2 ans sans compétition, je crois que ce n'est pas bien. Dans n'importe quelle discipline, ça a pesé lourd, surtout en cyclisme où quand vous affrontez les professionnels, des gens qui sont sur les vélos et chaque week-end en compétition, et vous, le Togo n'a fait que 2 compétitions pour être à ce tour. On a fait d'abord la compétition qui a permis de détecter les cyclistes qui vont aller là-bas. Ensuite, ils ont fait la Coupe de l'Indépendance le 27 avril passé, et cette compétition a été remportée par Abino qui se classe encore au niveau des Togolais là-bas. Il est en tout cas celui qui est en forme actuellement. Celui qui est en forme. Donc je crois quand même que lui, en principe, on doit compter quand même sur lui, sur l'avenir de ce cyclisme-là, parce qu'il a eu également fait le stage en Afrique du Sud. Par rapport à cela, ils étaient 2 avec Vincent, mais l'autre n'est plus encore sur le vélo. Il a essayé de revenir après la Covid, mais il n'a pas vite repris l'entraînement, ce qui fait que pour la Coupe du 27 avril, il n'a fait que 7 tours sur les 13 qui étaient là. Il était éliminé. Il va falloir du temps. Et même, il faut saluer également le grand retour de Raouf qui est revenu. Mais vous savez, là, on dit les entraînements ne remplacent pas la compétition. Malgré sa volonté, sur une course d'une étape, il peut montrer sa capacité. Mais une course sur 5 étapes, ça demande beaucoup plus de force, beaucoup plus de capacité. Donc, ça fait que on ne l'a pas. En tout cas, cette participation, on la note dans l'esprit de reprise d'activité au niveau de la fédération, qu'on doit perpétuer et permettre à ces coureurs-là de retrouver la meilleure des formes. C'est comme cela qu'on peut le mettre, mais tout en souhaitant qu'il y ait plus de compétition.
Parce que quand il n'y a pas assez de compétition, les athlètes ne sont pas rodés, les athlètes ne peuvent pas hisser leur niveau de jeu. Donc je crois quand même qu'au niveau du cyclisme, il faut créer des compétitions sur le plan national d'abord pour pouvoir préparer nos athlètes et avant de les faire participer aux compétitions internationales. Sinon, s'il n'y a pas de compétition à la maison et puis vous sortez, vous allez, vous avez vu le classement, je vous ai dit sur les 64 ou 62 qui restent là, le premier Togolais, c'est 53e. Donc, vous voyez que c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il faut quand même, je reconnais que le niveau est très élevé à cette compétition, mais sur une étape, on peut créer la surprise. Par exemple, sur l'étape où Amen a été classé 22e, c'était Sadibou qui était dans l'échappée, puisque les 10 étaient partis, mais il n'a pas eu la force de pouvoir résister dans cette échappée-là pour aller au bout. Mais cette échappée-là, même les Blancs ont fait dynamiter ce groupe de 10-là, et notre Togolais n'a pas pu résister. En clair, les Burkinabés nous trompent. Non, ce n'est pas qu'ils nous trompent, c'est une question de niveau. Donc, si c'est entre nous-mêmes dans la sous-région, ils nous dominent, ils sont supérieurs à nous. Mais sur le plan international, par exemple, tout à l'heure, dans les sprints intermédiaires, il y a un Burkinabé qui était 3e. Donc, je crois que c'est Il Boudo, Youssouf, à 20 km de l'arrivée, il était classé 3e. Donc, ça veut dire qu'ils ont le niveau quand même, mais c'est le niveau qui est là maintenant, c'est supérieur. Quand vous voyez les plus élevé. Belges, Français, Allemands et les Marocains même qui dominent l'Afrique. On retient simplement que c'est un bon challenge pour l'Afrique. C'est un bon challenge et je dis que si les Béninois ont opté pour cela, c'est juste pour pouvoir motiver les joueurs à savoir que, les cyclistes à savoir que le niveau où ils sont là, ce n'est pas encore le bon niveau. Il faut travailler pour pouvoir se frotter avec les équipes qui sont en haut. Quand vous voyez, c'est les Érythréens, c'est les Sud-Africains, c'est ceux-là qui émergent sur le continent. Et puis quand vous quittez là-bas, il faut aller en Afrique du Nord avant de descendre vers l'Afrique sur la saharienne. Et puis vous verrez que même dans cette compétition, quand vous revenez rien qu'au niveau des Africains, vous verrez que même les Camerounais arrivent. Les Camerounais, les Burkinabés, ce sont eux-mêmes qu'on voit un peu avec ces blancs-là. Mais nous, ce n'est pas encore. En tout cas, on attend le retour des Togolais. On va faire le bilan peut-être avec les responsables de la fédération et voir plus clair, et peut-être avoir des perspectives pour ces coureurs-là. Je ne crois pas qu'il faut s'arrêter sur la participation au Tour du Bénin. Comme nous sommes au Bénin, hors du Togo, nous profitons en même temps pour faire le tour de l'Afrique et prendre les nouvelles de la République démocratique du Congo. Laetitia est en ligne avec nous. Laetitia, bonjour. Inédite demain dimanche à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe en quête du deuxième sacre à la Coupe de la Confédération doit se passer du club marocain Renaissance Sportive Berkane, club dont l'entraîneur est un Congolais à ne plus présenter. Florent Ibenge Ikwangé, ancien entraîneur de l'équipe nationale et de l'AS Vita Club, connaît bien le club de Mazembe, mais les Corbeaux, avides des trophées, ne vont pas se laisser faire. En football, l'actualité sportive, c'est aussi la reprise du championnat national qui est toujours en attente. Pourtant, l'on avance lentement et sûrement à la fin de la saison. Volleyball, Espoir et Green Team, deux clubs de Kinshasa, séjournent depuis le jeudi dernier en Tunisie pour la Coupe d'Afrique des clubs champions messieurs. Pendant ce temps, en handball, JSK et Héritage s'apprêtent à aller à la 38e Coupe d'Afrique des clubs champions prévue du 10 au 19 mai à Niamey au Niger. Boxe pour finir, 5 léopards dames ont quitté Kinshasa hier pour participer à la Coupe du Monde dames qui se déroule à Istanbul en Turquie. Depuis Kinshasa, Laetitia Dembo Soumou pour Awevi. D'accord, merci beaucoup à vous, Laetitia Dembo. Depuis Kinshasa, nous prenons la direction du Burkina Faso. Aïcha Baldezerbo est à Ouagadougou. Bonjour Patrick, bonjour à tous nos auditeurs. La compétition internationale pour débuter notre actualité du jour avec le fameux tirage au sort de la CAN féminine Maroc 2022. Pascal Sawadgo et ses filles devront vite se mettre au travail pour affronter ses adversaires qui ne sont pas les moindres de la compétition, à savoir le pays organisateur, le Maroc. Elles seront également face au Sénégal et à l'Ouganda. Logées dans le groupe A, les filles de Pascal se mesureront aux Marocaines, l'un des favoris en match d'ouverture le 2 juillet 2022. En rappel, c'est la toute première fois que le Burkina Faso se qualifie à une CAN. Cependant, ne pas être ridicule au Maroc est la priorité du coach adjoint.
On était en Guinée-Bissau pour les premiers 3 points dont on a arraché au bout des efforts 6-0. Et ça s'est bien passé. On a eu 6 jours ou une semaine pratiquement de préparation du match retour. On a constaté que Pascal a voulu faire confiance aussi aux gens du banc, comme il avait une avance des 3 points. Et il se disait que c'est l'occasion de tester aussi celles qui sont sur le banc. Parce que pendant la phase de préparation, on n'a pas eu de matchs amicaux avec d'autres pays. Donc il s'est dit que c'était l'occasion de les tester comme on va au Maroc et que là-bas la compétition est rude et elle est longue. Donc il faut avoir un niveau réel de la profondeur de son banc, si on peut le dire dans le jargon populaire. Voilà ce qui s'est passé. Mais elles ont pu conserver l'avance et avoir les 3 derniers points. Je pense que toutes les filles sont à féliciter, mais on doit se mettre encore davantage au travail parce que Maroc, ça ne sera pas Guinée-Bissau. Ça sera en tout cas avec d'autres équipes aussi plus fortes que Guinée-Bissau. Donc on va se remettre au travail et vraiment préparer la CAN pour ne pas être ridicule pour une première participation. L'autre actualité internationale est celle de Brahma Traoré et ses poulains qui sont déjà à Niamey pour le tournoi de l'UFOA U20 qualificatif à la CAN U20 Égypte 2023. Logé dans le groupe B accompagné du Ghana et du Nigeria, le sélectionné des étalons U20 Brahma Traoré et ses 20 soldats sont prêts pour défendre les couleurs du Burkina Faso. Le tournoi aura lieu du 07 au 20 mai 2022. Patrick, de retour dans nos angoisses avec cette bonne nouvelle pour le football burkinabé. Après plusieurs échanges entre les membres de la fédération, entre le ministère des Sports et les membres de la fédération, c'est finalement le comité national olympique et des sports burkinabé CNOSB à sa tête le président Jean Yameko qui arrive à baisser la tension entre les deux camps de la fédération jadis inconciliables et un protocole d'accord a été signé par les deux camps, d'où une nouvelle ère pour le football burkinabé. Du cyclisme pour finir, Patrick, depuis le samedi passé, les étalons cyclistes séjournent à Cotonou pour prendre part à la 17e édition du Tour du Bénin. Débuté le 2 mai, c'est le mercredi 4 mai que les étalons cyclistes tentent de donner le sourire aux amoureux du vélo. Lors de la 2e étape, grâce à Bassirou Ninkiema qui glisse à la 6e place et Suleiman Kone qui s'empare du maillot jaune des sprints intermédiaires. Et c'est la fin de notre actualité sportive du jour. Restez connectés pour d'autres actualités. Bonne suite de programme à tous. Bal Aïcha Zerbo, Burkina Faso. D'accord, merci beaucoup. Aïcha Bal Zerbo depuis Ouagadougou. Nous terminons notre périple africain au Mali avec Awa Kamisoko. Merci à vous pour votre fidélité et bienvenue ici au Mali. Parlons sport. Nous allons commencer avec le basketball. Basketball, on connaît déjà quelques résultats de la 3e journée. En monsieur, le Stade Malien de Bamako s'est imposé devant l'ASRL de Bamako par le score de 84-57 pour le Stade Malien de Bamako. Et en dames, le Stade Malien de Bamako, une fois de plus, s'est imposé devant l'ASRL de Bamako 64-61. Toujours en dames, KSC jouait contre l'ISFAS. Nos porteurs d'uniforme en déplacement ont perdu devant KSC par le score de 75-59. Les choses se compliquent pour l'ISFAS. Nous allons continuer toujours avec le sport. Cette fois-ci, la 5e journée championnat national football féminin saison 2021-2022, dont la 5e journée va donner son coup d'envoi ce dimanche 8 mai 2022 à partir de 16h au stade Barema Bokoum de Mopti. Baden FC va jouer contre AS Mandi ce dimanche 8 mai 2022 à partir de 16h au stade municipal de Kita. Sabali FC contre l'AS Real de Bamako, toujours ce dimanche 8 mai au stade Amari Daoudé Ségou. C'est CF Tamba qui va jouer contre Amazon commune 5. Toujours le dimanche 8 mai, cette fois-ci au stade municipal de Boukouni. C'est Tigresse de Boukouni qui va jouer contre Santoro. Et le lundi 9 mai 2022 à partir de 16h au stade d'Amamadou Kounati AS Police AS Saramaya. Même le lundi 9 mai 2022 à 18h30, stade d'Amamadou Kounati ISFAS contre
espérons le match phare de cette 5e journée. Toujours parlons sport, cette fois-ci nous allons parler de la 23e journée Ligue 1 Orange saison 2022-2023 avec les rencontres qui vont débuter le mardi 10 mai 2022 à partir de 17h au stade Modibo Keïta de Bamako. Le club olympique de Bamako contre le stade malien de Bamako, toujours le mardi à 19h au stade Modibo Keïta. ISFAS contre 11 créateurs de Nyarela, mardi 10 mai 2022 à 17h au stade Mamadou Kounati. Black Star contre AS Co, mardi encore 10 mai 2022 à 16h au stade Djara H de Kouloukourou. CS Douounvla contre Afeu, le mardi toujours stade de Baraouli. C'est l'AS Bakarijan qui joue contre IS Kuta. Le mercredi 11 mai au stade Modibo Keïta, Joliba Asseyi El Seba. Le mercredi 11 mai stade Modibo Keïta, AS Police, AS Kriala. Et le mercredi, nous allons boucler la 23e journée avec la rencontre tout d'abord au stade Mamadou Kounati à Som, AS Douane à partir de 17h. Et à 16h, stade Djara H, ISBO et Yele Olympique. Toujours parlons football. On connaît déjà les demi-finalistes de la Coupe du Mali. Les demi-finalistes de la Coupe du Mali dont le match débute ce samedi à partir de 17h. C'est le Djoliba Assi qui va jouer contre le Binka FC. Et demain à partir de 17h, le stade malien de Bamako va en découdre avec l'AS Real de Bamako. Eric Sekouchel est le nouveau patron des Aigles du Mali après le départ de l'ex-sélectionneur national Mohamed Makasouba. C'est désormais l'ex-international malien de 2004-2006. Monsieur Eric Sekouchel a été choisi pour prendre les commandes de la sélection nationale des Aigles du Mali pour les 3 prochaines années avec l'objectif de faire qualifier le Mali pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et essayer de faire mieux que son prédécesseur. Il va donc faire sa première expérience en tant que sélectionneur national d'une nation. Bonne chance aux Aigles du Mali et bonne chance à l'Aigle coach du Mali. Et nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le samedi prochain pour d'autres informations. D'accord, merci beaucoup à vous, Awa, depuis Bamako. En tout cas, on se donne rendez-vous, comme vous l'avez dit, samedi prochain, dans Carrefour. Il nous reste encore quelques minutes. Nous allons faire un dernier tour de table rapidement. Gafa est resté avec nous. Un mot de conclusion, quelques secondes, notamment sur les championnats universitaires. Bon, je vais tout d'abord dire merci à vous, Monsieur Patrick, et à Huevi Info pour l'invitation. Ouais. Par rapport au championnat universitaire, nous allons nous retrouver l'année prochaine pour l'édition 2023 avec toujours le même engouement. Et ça a été vraiment un plaisir de partager le plateau avec Flora et puis le doyen Abel. Il est toujours là avec nous les samedis, hein. Comme toujours. Donc vous avez aussi la possibilité de passer nous voir une fois que vous sentez le désir. Nous sommes là. D'accord, merci beaucoup. Merci. Flora? Merci et merci à toutes ces belles dames qui font du bon boulot. Côté football, basketball, tennis, karaté, nous boxe. pensons à Miss Dalis. Nous pensons bien évidemment à Miss Dalis, l'une des nôtres qui fait partie de la formation de l'Étoile Filante qui joue la finale ce soir avec... Bon, Inch'Allah, je suis Étoile Filante. Bien évidemment, puisqu'on a la consoeur qui est là, donc toutes nos bonnes ondes vers elle. Oui, c'est ça. Et on espère qu'elle fera une belle finale encore ce soir et voilà. C'est ça. Merci à vous. Abel? Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et bonne suite à samedi prochain. On se retrouve samedi prochain. Merci à toutes et à tous. Merci à Souverain et Camaro pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci également à la direction de la radio. On se dit samedi prochain, bon week-end. Il y a quoi? On se retrouve tout à l'heure à 14h30 exactement pour suivre cette finale et la ramener à la maison. C'est pour nous, l'Étoile Filante. Allez, bon samedi à tous.